Salut les amis, bienvenue, nous sommes en plein pendant les JO et l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques. On est très contents, on va débriefer le match de Team USA, on va débriefer le match d'aujourd'hui contre les Tchèques. On parlera aussi du 3-3 puisque les filles ont failli malheureusement prendre une médaille de bronze. L'équipe de France féminine de 5-5, elle aussi s'est inclinée contre le Japon. On va en parler dans quelques instants, mais on va quand même commencer tranquillement tous les trois avec mon Erwan, avec mon Polo. Les amigos sont là, les gars sont chauds, il fait meilleur sur le plateau que dehors, on va pas se mentir. Ben, ça dépend, moi il y a moins de 24 heures, j'étais encore à Marseille sous 35 degrés. Je promets que le retour à Paris m'a mis une douche froide, un petit peu comme les féminines face au Japon. Tu m'étonnes, ça va Polo? Ça va très bien. Il fait meilleur ici qu'en régie où on est 72 et il n'y a pas un mec, à part Thomas Terchoun, qui m'a fait penser à enregistrer cette émission. Parce que c'est important d'enregistrer pour pouvoir vous la proposer directement sur YouTube après. Donc on doit mettre un scud à Tom Serravino qui, encore une fois, fait preuve de son... Il était pris, on a tous oui, beaucoup de choses à faire bien sûr. Bravo, pas bravo Tom. Et Thomas Terchoun y a pensé, félicitations à lui. Bravo à Thomas Terchoun, donc qui est une nouvelle recrue de... Le pilote, on va le dire, quand même de la First Team. Prêt à vous emmener au 7e ciel. Tout absolument, Polo, vous l'avez vu, on est chaud pour les calembours et pour les bons mots, surtout pour saluer l'équipe de France qui a été incroyable. On va revenir tranquillement sur le match des Tchèques, on va parler évidemment du match contre Team USA, même si c'était déjà quelques jours, et puis on va se projeter sur la suite. On va parler de Vincent Collet, de certains choix, d'Evan Fournier qui est au top. Il y a plein de choses à dire. On est en direct sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous parlez évidemment dans le chat, dans les commentaires, et on vous répondra autant que possible. On mettra quelques petits sondages aussi pour savoir qui est pour vous l'homme fort de ce début de compète. Ça peut être Vincent Collet avant Evan Fournier, puisque Vincent Collet, j'ai envie de te dire, nous surprend, en tout cas, nous propose plein de choses. On va partir sur ce match contre les Tchèques. Une très belle victoire de 20 points. Les Français ont été cohérents, conquérants, ont été surtout à un top niveau collectif, Erwan. Ouais, mais ils ont été rassurants surtout. Tout à fait. J'aime bien, tout est superlatif, mais j'aime bien le mot conquérant, rassurant, parce que on sait que cette équipe de France c'est une équipe de coups. Et c'est ce que Nico dit, c'est ce que Nico Batum dit après le match face à Team USA. Il dit, on sait que le plus important c'est un match d'après. Énorme de taper Team USA, on va y revenir. Il n'empêche que c'était le premier match de la compète, c'était un match de poule. Et on pouvait pas s'enflammer, on pouvait pas dire ça y est, on a réussi notre compète juste après cet exploit, mais qui quelque part, on devait vite passer à autre chose. Et on sait que les Français, la Nouvelle-Zélande, le Liban, ça nous est déjà arrivé de lâcher des matchs. On connaît parfaitement le passif de cette équipe de France. Et moi, je trouve cette équipe de France rassurante parce que sur le début de match, ils se sont un petit peu bougés par des Tchèques très adroits. Sur le premier quart-temps, ensuite après le naturel est un petit peu revenu, mais des Tchèques très adroits, la France n'a pas bégayé. Et puis comme une équipe en rouleau compresseur, on sort des finales NBA avec les Bucks, on a bien vu que cet effet rouleau compresseur, ça fait 2 fois que dans le troisième quart-temps, les Bleus switch fort défensivement, mais aussi avec des choix de Vincent Collet, des joueurs très grands. Rassurant Polo, toi aussi, pour toi? C'est ça, et je vais rebondir sur ce que disait Erwan sur le choix de Vincent Collet de jouer très grand. Ça s'est beaucoup vu encore une fois avec un Vincent Poirier qui fait un super match. Et dans un match où, Erwan le dit aussi, ça aurait pu être piégeux, mais finalement, autant défensivement et surtout offensivement, parce que les Tchèques ont voulu emmener cette équipe de France dans un match offensif. Ils ont très très peu défendu et on a été capable de répondre à ça, que ce soit nos joueurs phares, mais aussi des joueurs sortis du banc comme Vincent Poirier. Et encore une fois, on l'a vu face aux États-Unis, on le revoit encore là, cette espèce d'association Twin Towers avec Vincent Poirier d'un côté et évidemment Rudy Gobert. Ou Mousfal. Ça marche aussi. Qui s'est fait un peu mal là. On espère que ça va aller. J'ai pas eu plus d'infos que ça. Mais ça a l'air de fonctionner. Alors jusqu'à où, jusqu'à quand? Par séquence, on l'a vu que face à Team USA, par séquence, c'était top. Là, encore une fois, ça a bien marché. Donc ça donne des opportunités. Et comme tu disais, Vincent Collet, à mettre du crédit à Vincent Collet pour avoir tenté ça. Et ça a bien marché. Donc, il y a un truc quand même qui est épatant avec cette équipe, c'est qu'on rappelle que la préparation était difficile, évidemment, avec des joueurs qui sont arrivés très tard. Je pense à Thomas Hurtel, je pense à Rudy Gobert et à Nico Batum. On rappelle qu'ils ont perdu 3 matchs, dont 2 contre l'Espagne, puis un match contre les Japonais au Japon, justement. Les Japonais dont on va reparler juste après, qui font plutôt une bonne impression. C'est le président de la Fédé qui arbitrait d'ailleurs pendant le match du Japon. C'est clair, dans une petite salle. Des Japonaises, hein. C'est clair. Donc la prépa était plutôt difficile, mais c'était vraiment histoire de monter en puissance. Puis ensuite, on sent cette équipe sur la même lignée que pendant le Mondial 2019, c'est-à-dire que on a parfois perdu des matchs en prépa, on a parfois fait des coups, on a souvent perdu contre les grosses équipes dans les matchs coup près. J'ai la sensation que cette équipe, la hiérarchie est claire, donc Evan Fournier, Nando et ainsi de suite, que défensivement on s'est trouvé et que on sent un véritable vécu collectif encore une fois après la compétition de 2019. Ben, il est normal ce vécu collectif et c'est bien de pouvoir surfer quelque part sur cette Coupe du Monde 2019, même si avec le Covid finalement il a fallu 2 ans plutôt qu'1 an pour surfer
surfer dessus. Il n'empêche que c'est plutôt pas mal. Les leaders sont là. Et quelque part, c'est ce que je me disais. Nando, mon gars, quand je le vois jouer contre Team USA où il leur fait mal, il met ses 2 triplés. Je me dis, Nando, je l'ai revu au Madison Square Garden, ne pas réussir à monter la balle avec Rajon Rondo. C'était incroyable. Ne pas réussir à monter la balle et franchir le demi-terrain. Je me dis que finalement, ces mecs-là, il y a beaucoup quand même de cadres qui sont là depuis très très longtemps. Je pense à Nico Batum, je pense à Nando De Colo, à Vincent Collet, qui quelque part, ce vécu-là aujourd'hui de l'équipe de France, il est énorme. Et toutes les erreurs du passé, les matchs bourbiers où on s'est fait prendre, j'ai l'impression, en tout cas, quand je vois ce match face aux Tchèques, que maintenant on arrive bien à les gérer. Et c'est ça pour moi qui fait qu'une grande équipe existe. C'est pas en faisant des exploits, c'est justement en confirmant derrière face à des équipes où on doit les atomiser, et on a atomisé les Tchèques. Mais c'est ça, et à cette génération dont tu parles un peu plus ancienne, il y a quand même l'apport de Rudy Gobert et Evan Fournier qui maintenant sont dans leur prime, que ce soit physiquement et mentalement, et ça a été les premiers leader de cette équipe à dire, après la victoire face à Team USA, on va dire ça marche bien. Comment le polo. Tant que tu dis pas Team USA, ça me ressemble pas. Tant que tu me dis pas Team USA, moi c'est bon. et ceux qui ont instigé ce délire de dire non, mais là on a battu les Quinry, mais tant qu'on n'a pas la breloque autour du cou, c'est Gobert qui disait ça. Il a raison. Ce n'est pas du tout un achievement en soi. Donc voilà, on reste focus et ça nous donne 3 jours plus tard un super match hyper bien maîtrisé face à la République tchèque. On se souvient d'Evan Fournier qui avait été critiqué par certains parce qu'il avait dit que la médaille de bronze au mondial, lui il la kiffait pas, il a lui resté en travers de la gorge. Et beaucoup de gens étaient tombés dessus, tu sais, tous les profs de sport là on les connaît, tu vois, c'est quand même une belle médaille. Mais lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Il est persuadé que les Ricains il peut les taper. La preuve en est, alors on verra si après sur un match couperé ce que ça peut en être, mais ils veulent faire mieux, donc mieux c'est au moins une finale. Et je suis persuadé que cette frustration d'avoir eu cette médaille de bronze, parce qu'effectivement ce match, cette demi-finale perdue face à l'Argentine, elle avait laissé un vrai goût amer. Tu m'étonnes. J'ai l'impression que 2 ans après, cette motivation sert. Et Evan Fournier, clairement, le leader de cette équipe-là, offensivement, il met des paniers, il est adroit, il est bien en canne. Et derrière, défensivement, il montre aussi l'exemple. Et ça, c'est une énorme progression chez Evan Fournier aussi. Evan est clairement le leader charismatique de cette équipe. On a la sensation qu'il a peur de rien, mais ça, on le savait qu'il n'avait peur de rien. Ce qui peut étonner, et ce qui étonne surtout les Américains, c'est que contre Team USA, donc on peut un peu parler du match, limite, ça a été le meilleur joueur. Je dis limite, mais il a été le meilleur joueur sur le terrain. Et que, oui, il n'est pas parmi les tout meilleurs joueurs de NBA. Sur le terrain, il y avait des meilleurs joueurs, Damian Lillard, Kevin Durant, on peut en citer plein. Sauf qu'Evan, quand il joue avec l'équipe de France, il y a un supplément d'âme. C'est Damian Lillard qui l'a très bien dit. Quand ces joueurs-là jouent pour leur pays, ils sont différents. Bah ouais, ils sont différents. Ouais. Mais j'ai surtout, ils sont différents aussi. Ils sont différents. Bah si, c'est vrai, quand tu es troisième ou quatrième option à Boston et première option avec la France, oui, tu es différent, tu es meilleur, tu es plus impliqué. Evan, ça faisait quand même 4 ans qu'il était aussi deuxième option ou première option à Orlando, qu'il avait des ballons de fin de match et tout. Moi, je suis pas d'accord, mais d'accord, mais bon, c'est une équipe de play-off et tout. Mais bon, moi, pour moi, Evan est plus fort. Il est dans une caste de joueurs qui sont capables de tous faire ça. Lillard se découvre que Rudy Gobert est un bon pivot et que Evan Fournier est un scoreur et que Nicolas Batum est un bon joueur de basket. Bon, ben merde, gros. Tu vois ce que je veux dire? Visiblement, il a découvert. Pas que Nico était un bon joueur de basket. C'était pas vraiment le sens de sa déclaration, justement. C'était de justement donner du crédit. Et Greg Popovich l'a dit aussi beaucoup. Il a reproché notamment aux médias américains de parler de surprise, alors que ce n'est pas une surprise, c'est juste une défaite. Ils étaient hyper déçus. Mais parler de surprise aurait été un vrai manque de respect à l'équipe de France. Et c'est pas du tout ce que soit Damian Lillard et Greg Popovich ont mis en avant. Moi, ce que je vois, c'est que tes meneurs de jeu sont à moitié. Il y a une énorme mouche qui nous casse les couilles, on va pas vous mentir. J'ai envie de la niquer, mais on aime quand même les animaux, donc viens mon petit. Les animaux? Les animaux, bah oui, c'est un moustique. C'est un truc qui casse les couilles. Non, mais c'est un moustique, j'aime les animaux. Ça m'a échappé, pardon. Je suis américain ce soir. Et donc, la conscience animale, attention. Non, mais on rappelle que Andrew, donc Albissi, a joué aujourd'hui, mais il avait une gêne. On rappelle que Frank Ntilikina, qui était très bien, très en canne pendant la prépa, a lui aussi, n'a pas joué pour l'instant, a lui aussi apparemment des gènes musculaires, voire une déchirure, et que Nando De Colo donc a été intronisé meneur titulaire de cette équipe, que Thomas Hertel aussi a mis du temps à rentrer dans sa prépa parce que lui aussi avait des problèmes physiques, et que quand tu parlais de Nando De Colo, c'est important de signaler qu'on aime bien Nando De Colo dans un rôle de 6e homme, dans un rôle où il est capable de jouer clairement meneur de jeu. Il l'a fait en Euroleague cette saison. Il est capable, mais on l'imagine comme un scoreur de banc, capable de mettre 15 points dans un gros match. Là, je le retrouve
Alors, avec sa folie et ses passes incroyables parfois, contre Team USA, on voit cette passe à une main incroyable, mais je le sens aussi leader, meneur aussi, tu vois, il arrive à gérer le tempo, et ça, sans dire que c'est une surprise, c'est un truc hyper positif. Tout à fait. Bah, il arrive à être, donc, en jouant meneur, il arrive à être bon lui, à faire jouer les gars, et Evan Fournier à côté score. Donc il remplit clairement la case. J'imagine qu'il a eu un échange avec Vincent Collet sur ce que Vincent attendait de lui en le faisant jouer meneur par rapport aux blessures que tu viens de citer. Mais après, Nando est un joueur avec un QI exceptionnel. Et là, aujourd'hui, il arrive à remplir toutes les cases, bien faire jouer l'équipe, lui amener son scoring parce qu'on en a énormément besoin. Les 2 paniers à 3 points qu'il met dans le troisième quart-temps face aux États-Unis sont archi importants. Les 17 points aujourd'hui, il est magnifique aujourd'hui. 17, il est facile. Ouais, il est facile. Et puis, je te dis, moi, quand je joue meneur et que ton meilleur joueur, c'est un scoreur deuxième arrière et qu'il a des ballons, bah c'est que vraiment là, bravo quoi. Ouais, mais pour le coup, t'as raison, mais on peut aussi se poser la question. On sait que Nando est un super scoreur. Il se sent peut-être le meilleur joueur. Et bah oui, voilà. Et que depuis 2019 et encore plus là sur ces 2 premiers matchs, on est plutôt conquis par leur association. Bah écoute, tant mieux. Hein. Moi, comme vous le dites, Nando De Colo a déjà été testé, notamment par séquence, sur ce poste à la main avec l'équipe de France. Ça n'a pas toujours été une réussite, notamment dans la gestion du ballon. Là, ça fait 2 matchs que ça se passe plutôt bien. Ça fait 2 matchs que lui aussi, même au-delà de ça, et ça doit l'aider aussi dans la gestion du match, bah, il est adroit, il est agressif, il marque ses points. Il joue vraiment comme le leader qu'il est et qui doit être pour cette équipe de France. Donc voilà, et tu l'as dit, cette Osman... franchement, elle est énorme. Elle est énorme. C'est un mastodonte. Je chope là, je vais la mettre sur la plancha. Il y aura mangé pour 12. Hein. Elle vient se poser. Donc non, pour le coup, c'est cool. On sait qu'avec Evan, et ça n'a pas toujours été facile, ça a l'air de fonctionner pour l'instant, même très bien. Écoute, j'ai l'impression que la mayonnaise, on a trouvé la bonne recette pour cette mayonnaise. Est-ce que vous avez été surpris par la victoire contre Team USA? En vrai? Ah, complètement. Moi, non. Ah, moi, j'ai été surpris. Non, oui. Non, mais c'est plus du fait de Team USA, et peut-être qu'on en parlera plus tard, le producteur de l'émission. Mais moi, pas vraiment, parce que c'était le meilleur moment pour les prendre, Team USA, je pense. Moi, j'ai été surpris. Alors, c'est vrai que j'ai plus envie trop bien de taper les Ricains et les Français ont fait un match très sérieux parce que, mine de rien, ils ont longtemps couru après le score. Et on sait que courir après le score contre les Américains, quand t'es à -8, c'est ce que Vincent Collet toujours, tout à fait. Prépa, c'est que de -8, même si tu joues pas mal, même si tu joues pas trop mal, tu peux très vite te retrouver à -20. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été plutôt vaillants dans les moments, dans les moments clés. Et surtout, il y a eu ce choix tactique de Vincent Collet qui a complètement coaché Greg Popovich. Et ça, c'est archi kiffant aussi. C'est 2 fois de suite. Hein. Ouais, ça fait 2 fois de suite. Mais après, tonton, on y reviendra. On en parlera. Raconter ça, c'est les enfants quand même. Et puis surtout, j'ai trouvé que on sait pas on est rentré dans ce match en disant on va les crever. Et ça, souviens-toi ce que Evan Fournier avait dit en quart de finale quand il sort du tunnel. C'est clair. Énervé de fou. En disant on va leur botter le cul pour il avait dit pire, mais bon, c'est la motivation. Maintenant, tous ces mecs établis en NBA et tout, ils jouent les Ricains et on le voit avec d'autres équipes aussi. On risque de le voir avec d'autres équipes. Alors l'Iran malheureusement n'a pas pu, mais moi, je suis malgré tout surpris parce que quand je prends le papier sur Team USA, ils ont une équipe incroyable. Bon, maintenant, faut aller un peu plus loin que ça. Ça reste pour moi une victoire surprise. En plus, avec un money time bien mieux maîtrisé que celui des Américains. On se garde le délire sur Team USA. On reste vraiment sur ce match, sur l'équipe de France. Et moi, ce qui marque, c'est l'état d'esprit. Et beaucoup de gens dans le chat nous parlent des rotations, notamment. TLC, qui a peut-être un peu des problèmes d'adresse, etc. Mais fait un travail monstre, même encore aujourd'hui, face à la République tchèque. Garchenia Bouzélé. Il a trouvé de l'adresse face aux Tchèques, là. Pas beaucoup. Ouais, il met 2 filoches. Il a 2 sur. Regarde, j'ai les stats juste devant toi. Regarde, il a 2 sur 3 points. Voilà. 2 sur 3 points, mais par contre, ce qu'il apporte défensivement, c'est incroyable. Garchonia Bouzélé, le jus qu'il apporte. Quel monstre, Garchonia. J'ai l'impression que Evan, avec ce rôle de leader, au-delà du terrain, mais aussi leader vocal, avec Rudy Gobert, a insufflé un espèce de nouveau souffle à une équipe de France qui sont des morts de faim sur un terrain. Alors après, ça va les mener jusqu'où ça peut les mener, mais pour l'instant, quand on les voit avec cet état d'esprit, quand on les voit revenir 3 fois de +8 contre les États-Unis, une fois +8, une fois +10, et à la fin du match, encore une fois... -8, -8. Voilà, c'est ça. À 3 minutes de la fin, on les menait, on doit perdre. Voilà. Donc, et ça, je trouve que c'est une force de caractère que cette équipe de France n'a peut-être jamais eu. Elle a eu peut-être plus de talent à une certaine époque. J'ai l'impression que de cette force de caractère, l'équipe de France n'a peut-être jamais eu ça. Mais c'est vrai, là où je te rejoins, c'est que même l'époque de Tipeee, Babac et tout,
on était à milieu d'imaginer qu'on pouvait taper les States. Alors c'était la Maintenant, meilleure on a équipe plus de tous peur. les Alors, temps. c'est peut-être On se souvient en 2000 où finalement, quand Lolo Sierra a un coup de chaud, on n'est pas si loin que ça et tout. Mais en fait, taper les États-Unis dans l'état d'esprit, c'était impossible. Là, en fait, ça l'est plus du tout impossible. Quand tu gagnes 2 fois de suite. La première année, on tape deux fois Team USA en 2 ans. Maintenant, je pense que la période est pas la même et c'est toujours compliqué pour moi de comparer c'est toujours difficile de comparer des périodes. Bah oui, mais c'est difficile, mais sauf que. Ils ont tous un respect de ouf, mais Tipeee voulait toujours niquer tout le monde. Mais sauf qu'Evan Fournier, c'est encore un truc un peu différent. Ils sont dans le même délire, mais c'est un peu différent. Il n'y a pas qu'Evan là-dedans. Alors Evan, il est peut-être plus cristallise. Mais je pense que Nico Batum aujourd'hui joue au Team aussi. Lui, il y a aucun problème. Rudy Gobert, il y a aucun problème pour lui. Et je pense qu'ils amènent tout le monde avec lui. Et je veux pour ça donner énormément de crédit aux 3 joueurs NBA installés, même s'il y a et pour les nouveaux joueurs qui sont arrivés, TLC. Parfait. Gershon, parfait. Tous ces nouveaux mecs qui rentrent dans le groupe France, on a Moustapha Fall apporte une vraie dimension. On a l'impression qu'ils y sont depuis toujours. Et ça, c'est un vrai plus pour cette équipe de France là. On parle beaucoup du vécu collectif. On est pour l'instant bluffé par ce qui se passe et on est ravis. On a parlé de Vincent Collet, de ses choix. On est juste un peu déçu que Franck ne puisse pas jouer parce que c'est une arme en plus défensive. Et on se souvient pendant le quart au mondial, il avait été fantastique lui aussi dans le scoring dans la fin du match. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Je vous ai posé la question. Oui, vas-y. C'est ça. Tout va bien pour l'instant. Tout va bien, bien sûr. Sur Team USA, la pièce est tombée du bon côté. On a bien coaché. Tout a marché. Face à la République tchèque, on a maîtrisé notre sujet. Mais tout a bien marché. Tu sais que maintenant, j'ai toujours pareil. C'est dans des moments. Pour l'instant, quand tout va bien, effectivement, on peut être dithyrambique et on se doit de l'être après 2 matchs. Surtout pendant les JO, on se souvient les 2 dernières Maintenant, on sait très bien qu'un money time, un ballon perdu, quand ça va être un peu dur, tu prends un éclat de moins 10 face à l'Espagne, à l'Australie, on verra sur la suite du tournoi. C'est dans ces moments durs que je veux voir cette équipe de France-là, mais qui est très rassurante, justement, on les a tellement vus pendant longtemps sur des euros être bons. Hop, t'as un premier match un peu accroché, hop, tu prends un éclat et tu perds. Attention à ne pas s'enflammer. Il y a personne s'enflamme. Et de toute façon, la réaction des joueurs après Team USA, elle est incroyable. C'est-à-dire que sur les réseaux, on est en folie, normal. Tu bats Team USA et tout. Sauf que la réaction, les visages des mecs, ils sont pas en train de faire wow, ils sont en train d'être calmes en disant bah oui, c'est le premier match de poule, on prend une super option pour la qualif qu'ils ont validé aujourd'hui, ils vont même prendre une tête de série, c'est énorme pour les quarts de finale, voilà, ça c'est très important. Mais eux, c'est juste un bout du chemin qui est fait. Le seul but, c'est d'aller du menu prendre tout à fait du menu fretin, absolument. Le seul but, c'est d'aller chercher une médaille. Tant qu'elle soit en tête, donc ça sert autant faire une finale si on peut, mais en tout cas d'aller chercher une médaille, c'est le grand but puisque ça nous est pas arrivé depuis 21 ans maintenant. Je regarde les commentaires un petit peu depuis tout à l'heure parce que vous êtes très nombreux et que c'est très cool, on est en train de discuter tout ça. Il y a Gone2104 qui dit parce que les joueurs actuels, donc par rapport au fait de ne plus avoir peur de Team USA, je suis assez d'accord avec ça. Parce que les joueurs actuels sont la première génération de mecs pour qui la NBA est une ligue comme une autre, pas un rêve, et les stars NBA des mecs intouchables. Quand t'as TLC et que tu côtoies KD, Harden et Kyrie, tu n'as aucune crainte. C'est pas faux. Bah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est même carrément vrai. C'est l'ouverture des frontières de la NBA. On fait en sorte aujourd'hui, effectivement, que de plus en plus de joueurs évoluent là-bas et qu'effectivement, quand tu joues toute la saison contre ces mecs-là ou que tu les as dans ton équipe, bah, tu les vois l'été, t'as plus peur d'eux, quoi. Absolument. On a fait le tour sur l'équipe de France, donc on est premier, on joue contre l'Iran. C'est samedi à 3h du mat, donc ça va être compliqué. Je pense que quand même, on va se regarder ça en différé le matin. Après, si vous êtes chaud de regarder en direct, tant mieux pour vous. Ce qui va être intéressant de suivre, par contre, c'est le Team USA contre la République tchèque, puisque celui qui perd est éliminé, ni plus ni moins. C'est Satoransky. La République tchèque avait battu l'Iran. Oui. Mais la République tchèque qui a sorti le Canada, hein, on se souvient. Il a battu l'Iran aussi, on ne sait pas. Thomas Satoransky qui est toujours très très fort. On se souvient aussi au mondial, il avait été incroyable. Je trouve qu'on minimise un tout petit peu cette victoire de 20 points. La République tchèque est une super équipe. Forcément, ils sont au JO, il n'y a pas de secret. Mais c'est une équipe avec des joueurs expérimentés, Yann Vezeli, Balvin et tout. On la minimise. Je trouve que c'est une performance vraiment très haut niveau de l'équipe de France. C'est pas juste des victoires de 20 points. Il y avait un vrai vécu collectif avec un espèce d'engouement, une espèce de dynamique archi bonne. Franchement, c'était vraiment le match piège quand j'ai vu qu'on allait les jouer dans ce tournoi olympique. Et on s'est rendu facile le match. On vient d'expliquer pendant 20 minutes pourquoi. On s'est rendu facile. Maintenant,
Ça, c'est fait. On passe à la suite. Et à la suite, c'est l'Iran. On va peut-être essayer de faire tourner un peu, donner du temps de jeu à Andrew, à Peter Corneli. Et se retourner directement vers les phases finales. Et à Franck, s'il peut jouer. Il peut jouer déjà aujourd'hui, mais déjà face à la République tchèque, on a vu Vincent Collet sur la fin filer beaucoup de minutes à Thomas Hurtel. 23 minutes. Qui a joué beaucoup de pick and roll, qui a mis quelques filoches à 3 points, qui a eu des bonnes relations avec Vincent Poirier sur les pick and roll, avec Mousfal aussi, qui a bien su le trouver. On va avoir besoin d'un bon Thomas Hurtel. On sait que quand Ivan va être scouté par des fortes défenses, il va falloir que d'autres mettent des pantons. Nando, il est capable de le faire. Il va falloir un Thomas Hurtel. On sait qu'il est capable de mettre des gros paniers quand les défenses sont fermées. C'est bien aussi, c'est le gros point positif de ce match face à la République tchèque, c'est de revoir Thomas en rythme et mettre des paniers. Sachant que Thomas, qui a marqué un panier incroyable à la fin du troisième quart, je m'en suis toujours pas remis, puisque c'était très mal joué. Thomas, c'était très mal joué, mais comme tu as marqué, on ne dit rien. Raté un premier tir, alors qu'il reste une possession, récupérer la balle, à 45 et retirer. J'étais fou, mais quand il marque, ça va pas faire du David Cosette, mais il a des énormes burns. Tout à fait. Donne-moi ton short. C'est la philosophie de Thomas, toi qui prend un tir et qui lui dit c'est pas un bon tir, il dit ouais, mais je peux le mettre. Pour le coup, ça va dans son sens presque à chaque fois. Je sais pas s'il y a un truc que vous avez remarqué aussi contre la République tchèque, bon, encore une fois, tactiquement, c'est la manière dont on a démonté la zone. Tout à fait. On les a démontés. Toujours bon signe. Toujours bon signe, avec des joueurs de basket. Et tu vois, Vincent Poirier, on peut dire ce qu'on veut, c'est un super joueur de basket. Face à une zone type très, très européenne, il les a démontés, toujours à demander la balle au poste, à chercher prise de balle en rythme, aller vers le panier. J'ai trouvé ça très intéressant, notamment la manière dont Vincent Poirier, à lui seul presque, en demandant la balle au poste, a démonté la zone. Vincent Poirier est très bon, et puis il règle aussi pas mal d'interrogations sur le poste 4. Gershon, donc, est le titulaire du poste. On s'imaginait que Nico allait jouer beaucoup sur le poste 4. C'est ce qui sera peut-être un peu le cas. C'est ce qui sera peut-être quand on verra. Mais en tout cas, Vincent Poirier amène une nouvelle alternative sur ce poste-là, où tu as 3 profils du coup assez différents. Donc c'est plutôt intéressant. On peut dire un petit mot sur Nico Batum, qui est d'une justesse assez incroyable. Il est très sobre. Il remplit les cases, tranquille, et son énorme tir dans le corner contre Team USA nous a fait du bien. On l'a souvent comparé à Babac dans le registre sur la fin de carrière, et oui, Nico, je suis désolé, t'es en fin de carrière, mais là, je trouve qu'il s'est jamais autant rapproché de Babac dans la justesse du jeu. Il joue plus le même poste, il joue 3 et Babac jouait 4-5, mais dans la justesse, dans je mets la balle où il faut, je trouve qu'il se rapproche beaucoup de ce que faisait Boris. Les petits halo contre Team USA pour aller chercher Rudy. Se montrer au poste comme pour ça. Mustapha. On l'a beaucoup vu aux Clippers cette année dans ce rôle-là, et là, il le bonifie encore avec d'autres joueurs à côté de lui. Absolument. Le quart de finale sera mardi prochain. Je pense qu'on sera ensemble pour faire un beau débrief. L'éventuelle demi-finale, ce sera le jeudi. Et ensuite, ce sera samedi ou dimanche pour la finale. Sans parler de la finale, en tout cas. Mardi prochain sera le quart de finale, puisqu'on est assuré d'être en quart de finale. Il y aura un tirage au sort avec des têtes de série. Donc, tous les premiers, il y a 3 groupes. Donc, il y a 3 groupes. Le meilleur deuxième, je ne sais pas comment ils vont décider ça. Aucune idée. Ils se démerdent. Donc, il y aura 4 têtes de série. Et ensuite, tu auras un meilleur troisième pour rajouter au deuxième. Pour faire des affiches de haute qualité. On espère ne pas tomber contre la Slovénie dont on va parler, contre l'Espagne aussi qui nous botte le cul beaucoup trop souvent, et pourquoi pas l'Australie aussi qui a gagné tout à l'heure. Parlons de Team USA, les amis. Donc Team USA devrait finir deuxième de ce groupe, s'ils arrivent à battre les Tchèques. Il y a plein de trucs à dire, on a commencé un peu à en parler. Popovic, on peut commencer par lui si vous voulez, ou par l'effectif, parce que tout à l'heure, Erwan, tu disais, quand je vois l'effectif sur le papier, c'est du top niveau. Oui, c'est vrai sur le talent. Malheureusement, le basket FIBA aujourd'hui ne te permet pas de jouer sans mec de moins de 2m10, j'ai la sensation. Il y a déjà ce problème-là, mais ils ont un mec de 2,10, c'est Javal Magui, qu'ils n'ont pas voulu faire jouer contre l'équipe de France. Donc, Popovic ne retient pas les leçons du passé, parce que, encore une fois, il n'avait pas voulu faire jouer Miles Turner, on se souvient en 2019. Turner et Brook Lopez aussi, il y avait Lopez, donc, qui avait été cata aussi. Voilà, qui avait été cata, mais en tout cas, je voulais jouer petit, il avait perdu. Là, une fois de plus, il rejoue petit, alors qu'en face, quand il se fait démonter par Vincent, justement, et Rudy, t'as Bam Adebayo qui est le parfait contrepoids de Vincent pour jouer poste 4, et tu envoies McGee quand même, qui dans le contexte FIBA est une vraie pieuvre avec ses bras. Moi, le sentiment que j'ai eu quand j'ai vu Team USA perdre contre le Nigeria, quand j'ai vu Team USA en prépa, quand j'ai vu Team USA contre la France, le premier truc qui me saute à la gueule, c'est elle n'est pas coachée, cette équipe. C'est une équipe qui n'est pas coachée. Alors oui, il y a beaucoup de blazes, mais tu prends la Team USA de 92, qui est peut-être la plus grande équipe de basket de tous les temps, il y a une hiérarchie. Parce qu'on n'est pas obligé de remonter là-dessus aussi loin. Tu prends 2008, 2012, 2016. Alors 2016 c'était un peu plus dur, mais il y a une hiérarchie. Aujourd'hui dans cette équipe, oui, tu as Kevin Durant qui prend beaucoup de tirs, mais pas toujours bien travaillé. Et derrière, il y a une hiérarchie, je sais pas qui fait quoi.
Et moi, je trouve que le gros problème de cette équipe-là aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas coachée et qu'il n'y a aucune hiérarchie et qu'on vit, tiens, ben voilà, les mecs sont en l'abandon sur le terrain. Donc, tu n'as que des numéros 1 ou des numéros 2 de franchise NBA qui pensent qu'ils peuvent marquer à chaque fois qu'ils ont la balle. Ouais. Après, dans quelle mesure cette équipe est coachable, ça, ce serait quand même intéressant de se poser la question. Pas Parce demander qu'on à coacher, Ouais, mais moi, je trouve pas que ce soit un bon argument. Je pense pas que 2008 soit le coach qui fasse tout. Mais bon, vas-y, continue. Après, et puis aussi la manière dont s'est construite cette équipe, avec des gens qui viennent, puis qui viennent pas. Le fait que 3 des joueurs arrivent quand même la veille de la compétition. Ouais, qui est le meilleur face à la France. Hein. Moi qui est le meilleur face à la France. Giro Holiday était magnifique. Et du coup, et tu vois, tu parlais d'hiérarchie, c'est intéressant. Du coup, un Giro Holiday qui arrive là comme ça, qui est censé être un peu sur les rotules, tu le vois être le meilleur, que ce soit dans l'intensité et même plus ou moins dans l'adresse. C'est tout. Plus ou moins. Tu te poses des questions un peu sur la manière dont joue un Kevin Durant, sur l'implication d'un Kevin Durant, sur l'implication d'un Damian Lillard, qui doivent être les leaders de cette équipe au moins sur le terrain et qui ne le sont pas. Et le Money Time face à l'équipe de France en est la parfaite illustration. Je vais improviser une petite chronique médicale sur le bras de Kevin Durant. On va faire un espèce de j'ai récupéré le bras de Kevin Durant donc on voit qu'il y a un vrai problème au niveau de l'alimentation de Kevin Durant. Il faudrait peut-être voir donc si on a récupéré son bras après le match de l'équipe de France, il est donc honteux. Hein, donc voilà Kevin Durant qui a 2 tirs plein fer. Il y a Juro aussi en corner. C'est quand même des tirs d'entraînement et qui ratent. Et ils mettent des parfums. Moi, vous savez ce qui me paraît évident. On peut parler de Popovic pendant longtemps. Moi, je pense que 2008, quand je vois le match contre l'Espagne, j'ai pas l'impression que ce soit le coaching. Moi, je pense que naturellement, il y a des personnalités et des types de joueurs. Qu'est-ce que t'appelles coaching? Je leur demande pas de dessiner. Tu me parles de hiérarchie. Moi, je pense que quand t'as LeBron et Kobe, quoi qu'il arrive dans une équipe, c'est facile parce que les mecs sont tellement au-dessus sur le naturel, sur le jeu et tout. Ils vont faire les choses différemment. Quand je rajoute à ça que LeBron et Chris Paul ou Jason Kidd sont des mecs qui influent énormément. Là, tu te fais taper avec Damian Lillard qui passe sa vie à shooter. Il passe sa vie à shooter, c'est pas du tout un meneur de jeu. C'est pas là qu'il faut coacher. Non, je pense que c'est sur le choix des hommes, moi, carrément. Je pense que malheureusement, il n'y a aucun mec qui joue pour les autres. N'a pas eu vraiment le choix des hommes. Après, ils ont des super joueurs. Ils ont des super joueurs, mais ils n'ont pas les équipes qu'ils ont eues. Ils ont un vivier, ils ont un crédit illimité. Oui. Non, mais bien, attends, ils ont une belle équipe, mais ils n'ont pas la meilleure équipe. Et pour des Jeux Olympiques, c'est peut-être un peu short, surtout dans une ère maintenant où les équipes qui arrivent face à Team USA, elles ont plus peur d'elles. Quand Doncic il va aller les jouer en quart de finale ou en demi, tu crois qu'il va avoir peur d'y aller? Nous, on a prouvé qu'on a plus peur d'y aller. Tu crois que l'Espagne, qui est une équipe extraordinaire, je trouve, qui est en train de le montrer, tu crois qu'elle va avoir peur d'aller face à Team USA? Je trouve qu'il y a un changement de mentalité qui est important. Et face à ce changement de mentalité, tu peux peut-être pas te permettre d'avoir une équipe peut-être moins forte qu'elle était sur le papier, notamment en 2008. Donc moi, je pense que avoir Lillard meneur de jeu dans ton équipe. Non. Moi, je pense que Damian Lillard, malheureusement, doit être utilisé dans un rôle à la Patty Mills. Patty Mills, avec un meneur de jeu à côté. Ils n'ont pas de meneur de jeu dans l'équipe. Et évidemment qu'il y a la mentalité qui a changé, on le sent tous, depuis quelques temps, mais 2019. Et là, cette défaite vient changer, même si pour moi, ça commence en prépa. La défaite de l'Australie en 2019, on se dit, ils ont perdu, ils n'ont pas perdu depuis 15 ans. Ok, ils se font sortir en quart. Là, ils perdent contre le Nigeria. Ça fait tâche de ouf. Premier match, ils se font défoncer. Ok, bon, très bien. Moi, ce que je vois, c'est que cette équipe des États-Unis n'arrive pas à se projeter dans le jeu FIBA. C'est-à-dire que 2016, Kyrie, il est incroyable. Non, 2014, il est incroyable. 2016, ils ont une équipe, ils sont trop forts parce que sur leur qualité intrinsèque de défense, course, adresse, ça suffit. Le basket overseas, pour eux, clairement, a tellement progressé physiquement que tu as beaucoup moins de courses. Ouais, mais tactiquement, on a toujours été meilleurs. Moi, je trouve que physiquement, les gars sont encore physiques, mais les grands, aujourd'hui, arrivent à courir. Les petits arrivent à peu près à pénétrer, à truc. D-Wade, en 2008, il n'est pas extraordinaire physiquement. Là, je ne trouve pas ça, moi. Je trouve pas ça parce que je pense que les équipes physiquement, tu as raison, ont réduit l'écart et surtout que cette équipe-là, et ce qu'a parfaitement fait la France, tu les empêches de courir, tu les amènes sur du demi-terrain, et là, mon pauvre demi-terrain, allez-y les gars. Non, mais il faut que de shooter extérieur. Ils font que Damian Lillard, donc du coup, je voulais vous mettre la stat, regardez. Damian Lillard contre l'Iran, ils sont incroyables, hein, regarde, 120-66, ils les ont explosés, hein, bien sûr. Bah oui, ils sont trop forts. Gros, Damian Lillard, donc meneur de jeu titulaire, il est à 21 points, à 7 sur 15 au tir, dont 7 sur 13 à 3 points. Damian Lillard. C'est dommage, non? Ils sont dans un excès de tir extérieur parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un ancrage bas. Même Bam Adebayo, je pense qu'en FIBA, il peut quand même jouer pivot. Il voit pas un ballon en dessous. Je pense que Jamal McGee, tu l'as pris, je sais pas pourquoi, certainement pour faire de l'opposition ou le ball boy aux entraînements. Moi, j'en reste persuadé
peut-être qu'effectivement la composition de cette équipe-là, elle est pas tout à fait très cohérente. Il n'empêche que pour moi, c'est archi pas coaché. Quand je vois ce que tu as sur le paplard, il y a quand même moyen de proposer autre chose. Mais pour toi, c'est Popovic ou Coach K. Tu te souviens des systèmes de Coach K, toi? Non. Non, mais c'est ce qu'il dit, il parle plus de hiérarchie que de jeu. C'est Zizou, quoi. Coach K avait des leaders naturels, tu l'as dit. Coach K avait des leaders naturels. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Moi, Kevin Durant, il a plein de qualités. C'est pas un leader naturel. Ah, tu peux pas dire ça. En 2010, on n'a jamais vu un mec aussi fort. Moi, je pense pas que ce soit. En fait, ce que je veux dire, c'est que il y a 11 ans, pour moi, les Team USA doit rentrer justement dans une autre phase. Ils sont après les défaites de 2004, de 2002, 2004, 2006. Ils sont entrés dans une autre phase grâce à Coach K, où il y a une espèce de charte où ils ont dit faut venir souvent. On va quand même créer un peu de vécu collectif, même si c'est pendant les tournois improbables, des scrimmages et tout. Mais chaque été, ils ont continué à le faire. Il y a pas de souci. Donc Kobe a joué le jeu. LeBron et ainsi de suite ont joué le jeu et ils sont tellement forts, les gars, c'est tellement les meilleurs du monde qu'il n'y a aucun doute. Là, le problème, c'est que la concurrence a vraiment énormément progressé, ça faut le dire, et que ils sont restés dans le même état d'esprit de si on a des athlètes et si on a les meilleurs joueurs de NBA, ça suffira. Ben non. Ah oui, ça ne suffit plus. Non, mais ça ne suffit plus. Enfin, on va voir peut-être qu'ils vont être champions. Mais moi, je vais plus loin. Mais moi, je les condamne pas, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seront pas champions olympiques en faisant pick and roll central. Ah oui, on est d'accord. Pick and roll central. Pick and roll central. Allez, on va changer un peu. Pick and roll 45. C'est affreux. À un moment donné, moi, je vois l'Australie ce matin, un passing game incroyable. Il y a des remontées, il y a des Steiger, la balle bouge un peu plus. Dans l'équipe de France, il y a du mouvement. Il y a beaucoup de pick and roll, attention. C'est le basket moderne. Mais à un moment donné, il faut un peu d'alternance, un peu de passing game. Il n'y a pas un système sur demi-terrain autre que pick and roll central. Donc, s'ils pensent qu'ils vont gagner là-dessus, je pense qu'ils se trompent. Absolument. Tu dis quoi, Topolo? Moi, j'en démords pas. Et dans le chat, les gars disaient non, mais Paul, ils ont la meilleure équipe du tournoi. Mais évidemment qu'ils ont la meilleure équipe du tournoi. C'est pas ce que je veux dire. C'est là où je rejoins Erwan, c'est que. Alors, non, je crois que c'est plutôt moi qui ai dit ça. C'est pas toi qui ai dit ça. Dis-nous. C'est la construction de l'équipe. On parle beaucoup du secteur intérieur et beaucoup de gens dans le chat le swing. Comment tu fais pour avoir un ancrage bas avec un Bam Adebayo qui, tu l'as dit, est peut-être capable de jouer, mais pour l'instant, il ne l'a pas montré. Javal Magui qui est pas dans les plans pour l'instant de Greg Popovich. Draymond Green, qui tu fais jouer derrière. Et comment tu les fais jouer? Comment tu les impliques face à des joueurs qui les connaissent, des joueurs qui sont plus physiques et qui savent, qui connaissent le basket FIBA. Moi, c'est ça ma question. C'est plus sur le secteur intérieur que je suis plutôt inquiet sur. Après, le secteur intérieur, moi, j'ai du mal à leur tomber dessus. Ils voient pas la boule. Non, mais le seul moment style d'équipe, il n'y a jamais de ballon à l'intérieur. Le seul moment où ils ont la boule, c'est quand il y a un peu de transition qui court dans l'axe. Ou un pick and roll. Ou un pick and roll. Mais après, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis ces derniers temps, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir le meilleur jeu intérieur puisque les meilleurs intérieurs sont étrangers. Non, mais c'est vrai que là, regarde, Rudy Gobert, Jokic n'est pas là, mais bon, Joel Embiid n'est pas là, mais bon, voilà. Mais qui est grand supporter de la France. Ouais, les Bleus qui nous a régalé, qui aurait pu peut-être jouer avec l'équipe de France. Que sais-je, on sait jamais peut-être un jour. Non, bon, évidemment, mais les meilleurs intérieurs ne sont pas français. Et on a quand même la sensation que le basket FIBA se gagne avec des intérieurs. On est quand même en présence d'une équipe d'Argentine qui est allée chercher une médaille d'argent à un mondial avec Luis Scola, 40 piges. Les frères Gasol. Les frères Gasol, évidemment. Quand t'as un des deux frères, c'est bon. L'Argentine, c'est pas le bon exemple. Ils n'ont pas de grands. Ils ont pas de grands, mais ils ont des tontons chartiers qui vont être chiants défensivement, qui vont se battre. Ils ont pas du tout ce profil-là, les États-Unis. En tout cas, ils ne jouent pas comme ça. Il a 2,06. Non, attends, comment il s'appelle, là, notre sûr Il y a le deck là, qui s'est envoyé Doncic, il a bien morflé, mais il met du bois. Deck, c'est un poste 3-4, tu vois. Donc, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le basket FIBA, les équipes qui gagnent ces dernières années ont des grands. Tu vois, on le sent, des grands qui dominent, des grands qui prennent des rebonds. Les finales NBA de cette année. Les Suns, si leur sort Eaton, ils ne veulent pas faire jouer Kaminsky, joue petit, ils se font désosser. Tout à fait. À un moment donné, et c'est tant mieux pour le respect de ce jeu-là, à un moment donné, mettez des tontons à l'intérieur. Moi, Javal Magui, je suis persuadé qu'en FIBA, il peut casser les couilles. Va tenter. Là, t'es pas bien. Va tenter des fois un coup de zone avec Magui qui se met au milieu, qui met des bras comme ça. Va attraper des mecs. C'est ça, Coach aussi, quoi. Plutôt que tiens, pick and roll. C'est ça, Coach, quoi. Ça, c'est clair. En tout cas, Team USA, donc, joue sa place pour les quarts de finale. Ce serait quand même un tremblement de terre inimaginable. Ça serait relou pour le tournoi. Ce serait tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Si les Tchèques vont en quart, quand t'as pas Team USA, au bout d'un moment. Je vais pas pleurer pour eux, mais bon. Bye. Mais on verra ça, ce sera samedi à 14h. Très bien. Donc samedi 14h, on pourra savoir si Team USA se qualifie. Après, attention, le tarif, Team USA, là, ils ont perdu contre la France, ils se sont remis à l'endroit. Mais gros, ça reste le favori. Ça l'Iran, voilà. C'est important de dire ça aussi, on les enterre pas. Et à mon avis, je pense qu'ils sont quand même pas moins prendre. Surtout après cette piqûre de rappel du premier match. Leur premier match face à la France, parce que l'Iran, je le compte pas, même si l'Iran était tout à fait digne.
Moi, on peut être déçu de cette prépa et de cette entame de tournoi. Pour l'instant, absolument, on est très déçus. Donc, Team USA va tenter de se qualifier. Il y a d'autres équipes qui nous ont impressionnés. Un mot sur l'Espagne, qui est une équipe de toute manière qu'on retrouvera, je pense, avec une médaille, comme chaque année, comme tous les 4 ans. Pogazol, il est revenu jouer au basket pour 2 choses. Gagner l'Euroleague, il a perdu en finale, et gagner les Jeux Olympiques, on sait qu'il a perdu 2 fois en finale. Il perdra en finale contre la France. Contre Team USA, donc ils sont champions du monde en titre, donc l'Espagne, on ne les connaît malheureusement que trop bien, donc oui, c'est une équipe qui maîtrise parfaitement son sujet. Bon, parmi les équipes impressionnantes, et Polo, tu as regardé le match en direct, c'était il y a 2-3 jours maintenant, eh bien c'est les Slovènes, avec un mec qu'on ne connaît pas, mais qui a l'air d'être très fort, puisqu'il a mis 48 points, Luka. C'est extraordinaire, je pense que de mes yeux vus dans un match comme ça, j'ai jamais vu une telle impression de domination. Moi, à la hoops, quand même. Et à part toi, à la hoops, évidemment. Personne, Erwan à la hoops qui est dit en 2010 et Luka voir un mec autant démolir une équipe à lui tout seul, et puis c'est dès le début du match. Tes jeux, hop, tu défends un peu, hop, je te fais sauter, je vais grand smile, comme ça. Tes jeux, c'est pas décalage, côté ballon, c'est 1-1, j'ai pas fait une passe. Parce que Bolmaro, là, il a envoyé des mecs sur la gueule. Ils ont envoyé Bolmaro, Deck, même le petit Campazzo au début. Après, ils ont vraiment défendu mal, parce qu'il y avait beaucoup. Bon, après, le gars est tellement hors norme. Sur les pics. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement de tirs ouverts, les Slovènes, ils se sont régalés. Mec, Bolmaro, c'est ça Bolmaro le mec, je veux dire ça. Mec là, le grand là, qui est drafté par les Knicks après, qui a été envoyé je sais plus où là. Mais mon gars, lui, il met des pressions tout terrain, il prend des museaux au bout d'un moment, merde quoi. Non, c'était extraordinaire. Puis, comme je te dis, il y avait cet jeux. Puis après, il allait au drive. Et au drive, qui est un grand, un petit, un moyen, que ce soit lui Scola ou Campazzo, il prenait à l'épaule, il marquait son petit end-one. Il fait jouer les autres. Et il fait jouer les autres. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'il Mike Tobey, le tout le monde. Ah ouais. Il va trouver un contrat NBA, lui. Zoran Dragic à droit. Enfin, cette équipe est vraiment belle, quoi. Moi, ce qui est fou, c'est que bon, il y a pas Goran Dragic qui est là, qui était le leader. Il y a son frère qui est un peu moins fort, on l'aime beaucoup Zoran, mais il n'y a pas Goran, mais qui était là dans la prépa pour les soutenir et tout. Je me posais un peu la question de comment allaient jouer les Slovènes. Est-ce qu'ils allaient adopter exactement le même style qu'au Mavs, on donne tout à Luka et on voit, ou est-ce qu'il allait avoir un semblant d'autre chose? Et ben des matchs de prépa, on a vu, il a quand même fait 17 passes décisives dans un match où il a marché tout le match, voilà. Et sur son premier match au JO, il met 48, dont 31 en première mi-temps, c'est le record all-time. Il est qu'à 7 points d'Oscar Schmidt, le légendaire brésilien des JO, qui avait marqué donc 55 points. Moi, on parlait d'anomalie ensemble, Erwan, tout à l'heure. Tu sais, Lucas, franchement, au bout d'un moment, il fait des trucs. Moi, il me choque. Tu sais, il me choque. Je suis là, je vois un mec qui est un peu trop gros, qui est pas très rapide, mais qui est tout le temps dans les bons timings, tout le temps dans les bons angles, tout le temps dans l'adresse. C'est inexplicable. Il est extraordinaire. Il a tout vu avant tout le monde. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que, oui, il met 48. Mais Oscar Schmidt, pour ceux qui ont pu le voir, des fois, c'était un petit peu des solistes et les mecs le regardaient. Moi, les Slovènes, alors, hop, tiens, Prepelic, il rentre, tiens, vas-y, tu piques, moi, je vais me faire oublier corner. Il arrive tellement à choisir les moments forts et se faire oublier, revenir fort. Alors, il a des excès, des fois, il prend des tirs, il prend des rôles et tout, mais tout le monde est OK. Comme au Mavs, c'est toi qui vas nous faire gagner. Il arrive quand même autour, parce qu'il y a des bons joueurs autour d'Europe quand même. Il arrive quand même à ce que les mecs restent impliqués. Et moi, cette équipe-là, elle va être très bâtarde à jouer. Alors, la question que je me pose, c'est... donc, ils sont très dépendants de Luka, évidemment, plus que n'importe quelle autre équipe par rapport à leur star. Est-ce que ça peut leur jouer des tours sur un quart de finale, sur une demi? Toujours, on l'a vu un peu avec les Mavs, notamment. Quand Luka est pas dedans, quand Luka va être bien défendu, parce que je reste persuadé que les équipes qui ont vu Luka sur pick and roll, ils vont pas faire ça. Défensivement, on en revient à ce qu'on disait déjà en NBA, en playoff, c'est quand même mieux quand il a pas la balle, même si je te dis, il y a des mecs autour qui sont pas trop mal. Mais il n'empêche que voilà, le message chez nous, jouer la Slovénie, ça va être un casse-tête pour tout le monde. T'en dis quoi, toi, Polo? C'est médaille assurée ou ils ont joué qu'un match? Évidemment que si Luka Doncic passe à côté ou est bien défendu, ça va être plus compliqué pour la Slovénie. Après, comme on l'a dit, on l'a très bien dit, il y a du matos à côté. On n'a pas parlé de Mike Tobey qui se trouve parfaitement sur pick and roll avec lui. Zoran Dragic, Prepelic, ça marche aussi, ça fonctionne. On l'a dit, certes, il met 48, mais il implique les autres. Donc parfois, oui, peut-être que sur 2 minutes, il est quand même aussi pas mal sorti dans ce match aussi. Donc possibilité de se reposer et d'une Slovénie qui, quand il n'est pas sur le terrain, garde la tête hors de l'eau. Donc c'est une superbe équipe. Ce n'est pas que. On se souvient, ils sont champions, avec Goran Dragic notamment, champion d'Europe en 2017. Vite, c'était déjà une magnifique équipe et ça reste une magnifique équipe aujourd'hui, même si elle est évidemment vue par le prisme de Luka Doncic.
Luka était là. Luka était jeune, mais était là, Goran était MVP. Goran était extraordinaire. MVP. Enfin, il est là, non, parce qu'on demande dans le chat. Il se blesse, On demande dans le il se chat. tord la cheville en Demande dans le finale, chat, mais ouais. il fait un tournoi exceptionnel. Absolument. Il est Et dans pas le chat. encore drafté. Non, Slovénie-Japon, 6h40 jeudi matin, donc demain matin. Un magnifique Espagne-Argentine, revival de la finale du mondial à 14h. Pas Et dégueu, puis ça. pour finir les phases de poule, le dernier match, c'est pas le plus dégueu. Hein. C'est à 10h20, c'est dimanche, Espagne-Slovénie. On peut imaginer que la première place et donc la tête de série se joue à ce moment-là. Bon courage pour les pronos parce que pour moi, l'Espagne a l'équipe parfaite pour stopper Luka et les Je Slovènes. suis très curieux de voir le plan défensif des Espagnols. Ricky dessus, Ricky. Ouais, mais Et Sergio. il faudra pas que. Évidemment, Mais mais en Ricky tout Rubio, cas- ouais. J'ai vu Ricky Rubio éteindre Voilà. Tony Parker. Je pense qu'il peut éteindre un jour Moi, Luka. j'ai surtout vu Sergio Llull, mais éteindre Non, Tony non, Parker. le match là où vraiment Tipeee se fait éteindre, je sais pas quand est-ce que c'était d'ailleurs. Mais gros, moi c'est- j'ai jamais vu Ricky, Moi, à j'ai jamais Londres- vu Tipeee. Moi, tu sais que je suis traumatisé de Sergio Llull à Londres quand Ah ouais, ils font je boîte crois sur que c'est ça. Tipeee. Non, mais moi j'ai un match où Ricky, Ah, ou non, un c'est pas contre le un même, gros. c'est pas le Peut-être, même. je Mais sais pas. à Je sais pas. Londres en 2016, non, c'est en 2012, donc il n'y a pas encore Rubio, je pense. Ouais. Ou peut-être d'ailleurs, si, il est déjà là, si, je dis n'importe quoi, il est Je sais là. pas. Mais, Rubio, il est là depuis 2008, mais ouais, hein, donc, Ah ouais, il a mis un crush dans le dos à ouais, Jason qui est en 2008. au final. Llull en boîte sur Barker, ça m'avait traumatisé. Le dernier groupe, je vous dis vite fait, c'est Italie-Nigeria. Italie qui nous a régalé tout à l'heure contre l'Australie, malgré la défaite. Et il y a l'Allemagne dans ce groupe-là. Juste, je fais un petit point comme ça. L'Australie est donc première, l'Italie deuxième, l'Australie. l'Allemagne a battu le Nigeria qui est à 2 défaites. Donc on rappelle, hein, il y a 3 groupes. hein. Carte à le Nigeria. Ouais, ils nous ont impressionnés en prépa Mais- et puis mais- ils sont partis forts. Ils se sont vus trop beaux, Ouais, je peut-être. te le dis. Moi, battre USC, c'est bien, mais ça peut te mettre dans un drôle de délire. Hein. Absolument, absolument. Rubio à Bercy est incroyable. Frérot, il n'y a pas qu'à Bercy. Hein. Et Rubio est extraordinaire de Il a pas maîtrise. trop mal commencé son Il y tournoi. a oui, Evan ça, c'est Fournier, il y a clair. Ricky Rubio et Luka. Pour l'instant, ils sont tous les Et trois d'ailleurs, sur la- pas mal de rumeurs autour de Ricky Rubio. Aux Lakers. Aux Lakers notamment, tu m'étonnes. Hein. C'est quand même bien quand Tonton il monte la balle. C'est pas le plus flashy, mais à un moment donné, il perd pas un ballon, il met la balle tout le temps où il faut. Ça, c'est un bon défenseur. Ça, il met dedans. Il Gros, met c'est un dedans. scoreur. Moi, pour moi, Ricky Rubio devenait un scoreur. Ça, j'aurais jamais imaginé. Donc, l'équipe de France, on leur souhaite d'être tête de série. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis, on verra contre qui est-ce qu'ils affronteront. Je regarde vite fait. Ça peut être l'Italie. Si on reste aujourd'hui, hein, ça peut être l'Italie, ça peut être l'Espagne ou la Slovénie. Si on se tape, s'imagine les Slovènes, ils tapent les Espagnols et on se les tape en quart. Somme C'est ce internationale. qu'on se disait avant l'émission, Coquet, au bout d'un moment, on ne pourra pas jouer que des peintres hein, si on va être, C'est vrai, champion c'est vrai, olympique. c'est Donc, vrai. il faudra les jouer. Absolument, absolument. On a fait le tour sur les garçons. On va parler d'un truc, je vais dire qui fâche, mais non pas vraiment. On a vécu ce matin à 10h une demi-finale France-États-Unis aussi. C'était en 3-3. Les filles. Les Pardon filles, ouais, les filles. Non, mais c'est Tom qui te corrigeait, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il voulait faire un peu de plateau. D'accord. Donc je suis arrêté par un mec qui est en régie. Bon, très bien, merci. Il, Tom, va il falloir avait, que- il avait l'air concentré sur l'émission. Hein, c'est- Ouais, ouais. Donc, il m'a dit les filles. J'ai dit au revoir en fait à ce moment-là. Donc, je disais à 10h ce matin, on a pu vivre le France-États-Unis en 3-3, défaite cruelle Frustrante. au possible, frustrante. Tout le monde s'est insurgé sur cette erreur d'arbitrage à 1 seconde 6 là, d'une possession où effectivement c'est une Américaine qui sort la balle, mais on donne la balle aux Américaines. On n'a rien compris. J'ai quand même la sensation oui, les arbitres ont été catastrophiques, on est d'accord, mais qu'on perd sur des détails encore une fois. Sur des, C'est pas les arbitres. sur des détails et des fautes qui, pour le coup, ont été bien sifflées par les arbitres. On en a parlé un peu avant, cette faute au rebond, c'est des fautes sur des drives. Et là où c'était étonnant, c'est que ça n'a pas, et notamment les consultants l'expliquaient, ça n'a pas été sifflé pendant tout le tournoi. Ouais. Et à un moment, les arbitres ont tiqué, et c'est plus que par rapport à cette erreur d'arbitrage. Les arbitres ont tiqué, on dit, ah ok, là c'est un peu trop, ça bump un peu trop, là c'est ci, là c'est ça. Et là-dessus, je pense qu'on a donné 3, 4, 5 points aux absolument. Américaines Et dans de cette fin de match. et Et c'est ça- frustrant parce que ça n'a pas été sifflé du Et tournoi. ça, c'est pas l'esprit du 3-3. Et non, Et c'est c'est pas là que les l'esprit du arbitres 3-3. nous leur font un peu à l'envers Ouais. pour pas Ouais, dire c'est autre chose. clair. C'est que l'esprit du 3-3, c'est de laisser beaucoup plus jouer que dans le 5-5. C'est ça. Et là, nos amis les arbitres, à un moment donné, ils ont Exactement. décidé de siffler comme si on était en salle sur du 5-5. Exactement. En étant très tatillon. Et que d'un côté. Et que d'un côté. alors que le 3-3, c'est justement l'inverse de ça, d'être tatillon. C'est laisser jouer, parfois même à la limite, mais c'est laisser jouer. Et moi, j'ai pas compris la philosophie, et surtout que c'est la première fois que cette épreuve-là est au jeu, donc j'ai pas compris ce qu'ont fait les arbitres, sans parler de cette erreur d'arbitrage, où là, je pense que c'est même plus une erreur d'arbitrage. Il a fait exprès, le gars. Il est fou, à Ouais, Fribourg, quoi. là, pour moi, il fait exprès. Hein. c'est pas un vol parce que le mot vol, Voilà. effectivement, on parle de la possession, Après, il reste 1 seconde 6, mais on en c'est fera une pas décision partie. Après- volontaire de ouais, nous je suis niquer. d'accord. Je peux pas croire autrement. Après, ces filles-là, vraiment, les Français nous ont vraiment embarqués parce que l'envie qu'elles y mettent et tout. Après, c'est trop dur de mettre des ballons, en touche. Il y a des moments, alors les pertes de balles font partie Oui, du basket. Mia Touré mais- a perdu des ballons. Voilà, importants. des fois, tu récupères un rebond off et là tout de suite, alors certainement, ça monte, t'as plus d'oxygène dans la tête. Hop, tu fais une passe, boum, touche d'entrée. Ça, moralement, ça te coupe
coupe les jambes, elles sont quand même restées dans le match. Moi, ce qui me tue vraiment, c'est le match pour la 3e place. Attends, avant d'aller sur le match. Qui me flingue le ballon direct. Ce qui est important de dire, c'est que l'équipe de France est première au classement du 3-3. C'est une équipe qui se connaît parfaitement. Mia Touré, elles sont toutes d'ailleurs, toutes les 4 incroyables. Mia Touré nous a impressionné de cross, de T-jeux et tout. Elle passe clairement à côté de son match pendant que Anne-Maria Philippe, elle, fait un match incroyable, honnêtement. Flot Tétrus, mon gars. Ouais, un peu, c'est clair. Et que Team USA donc n'est pas première avec cette équipe-là, mais c'est 4 équipes de WNBA, que des filles, dont par exemple Dolson, qui est la grande pivot, qui est 2 fois All-Star en WNBA. Donc on est des meufs qui jouent au Fener, la petite Kelsey Plum qui est incroyable, elle joue au Fener. Enfin, tu vois, c'est que des filles très très fortes qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais elles ont décidé, donc les États-Unis, d'envoyer une équipe avec les meilleures joueuses disponibles, j'ai envie de te dire, contrairement où en France, c'est au mérite, et donc c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui va au bout. Donc malheureusement, on se fait sortir 18-16, donc à 10h, énorme frustration du matin, petite sueur et tout, on a le seum, mais on se dit quand même qu'on a cette finale pour la 3e place pour aller chercher une médaille, et là la frustration elle est énorme, et pourtant j'ai l'impression qu'on s'est encore plus fait dominer par les Chines. C'est quand même fou quand non, tu mais penses. c'est pas l'impression, c'est la fatigue s'est fait ressentir, puis il y avait ce pivot là, cette pivot numéro 10 qui est quand même, alors c'est pour ça que je dis moi énorme, les filles ont été vaillantes parce que s'envoyer quand tu rends autant de centimètres et de kilos à quelqu'un sur 2 matchs d'affilée. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Waouh, bravo les filles. Et puis, donc, oui, elles ont été dominées, mais elles ont été tellement vaillantes. Elles gagnent ce dernier ballon à la fin, où enfin la VAR nous donne enfin le ballon. Raison. Et là, t'as ce ballon. Encore Clément Turpin. Et là, t'as ce ballon pour accrocher une prolongation. Et puis, t'as cette mésentente, ballon et t'as le ballon, et tu shootes même pas. C'est pire que toi, à la limite, shoot. Et puis, advienne que pourra. Là, tu mets direct ballon en touche. Je pense que les filles étaient oxy. Cramé sur la fin, et Lily Wang. Il leur a manqué quand même peut-être une grande costaud, et Dieu sait que Philippe, moi je te dis, je l'ai trouvé mais héroïque dans le combat, mais à un moment donné sur la durée c'est trop dur quand tu rends autant de centimètres à un adversaire. Elles ont eu un tournoi tellement dur, avec des victoires mais aussi des défaites, du doute, et là je te rejoins, Erwan, c'est les 2 steaks que tu t'envoies, que ce soit Dolson en demi-finale et la grande numéro 10 chinoise, ils leur rendent presque une tête. La plus grande joueuse française lui rend presque une tête. Elles ont été extraordinaires de combativité, ça pour le coup, bravo à elles. Mais encore une fois, c'est une équipe de France, et on parlera des JO peut-être dans une autre émission un jour. Sûrement pas. Une équipe de France numéro 1 mondiale. Donc certes, je ne leur en veux presque pas d'avoir perdu contre les Américaines, même si en fonction de la physionomie, tu peux le prendre ce match. Clairement. Mais derrière, tu ne vas pas chercher une médaille, et en ça on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est pas encore une contre-perf du basket. C'est pas quand tu as des grands à la fin du match, le talent face aux grands. À la fin du match, des fois, tu as moins de talent parce que tu es cramé. À la fin du match, les grands sont toujours grands. En tout cas, bravo à Marie-Ève Paget, Anne-Maria Philippe, Mia Touré et Laetitia Guapo qui nous ont fait. Qui a été extraordinaire pendant tout le tournoi, qui se rate qui est très forte pour la 3e place. Elle est très forte face à la Chine. Et on a du mal à commencer nos matchs, et après on court après le score, ça fait partie du jeu. Pendant tout le tournoi, ça a été. Donc bravo à vous les filles, en tout cas, c'était passionnant de vous suivre. Juste un petit mot dans le chat, vous nous dites, et dans les commentaires YouTube pareil, qu'est-ce que vous pensez du 3-3. Alors on a beaucoup moins vu les garçons, malheureusement. Moi j'ai un peu regardé la Serbie qui s'est fait sortir en demi-finale, mais donc c'est les États-Unis d'ailleurs, je l'ai pas dit, qui ont gagné un côté chez les filles. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Il y a plein de gens qui aiment beaucoup, d'autres qui décrient un peu plus. Nous en tant que joueurs de basket, qu'est-ce qu'on en pense ici? Moi, je pense que c'est cool. C'est clairement un autre sport. Hein. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens dire mais c'est quand même, c'est un autre sport. Il y a qu'un panier, il y a un demi-terrain. Donc non, mais c'est important de le dire. Hein. Ah ouais. Mais je trouve qu'il y a une intensité et puis voilà, quand on a des équipes de France en plus qui nous amènent sur des demi-finales ou des matchs pour la 3e place, on se fait emmener, on crie dans notre canapé, on est à fond. Donc voilà, c'est ce sport-là. Nous, on l'avait déjà vu en 2017 en commentant la Coupe du Monde à Nantes. C'est un sport qui mérite d'être connu, et je pense qu'il va se professionnaliser avec des ligues dans le temps. Ouais. Toi, Polo? Moi, j'ai pas été subjugué. Sans dire que j'ai passé un mauvais moment, ça serait un peu exagéré. Comme l'a dit Erwan, avec l'équipe de France, de toute façon, t'es emporté. Il y avait un vrai storytelling, et on croyait fort à la médaille, alors que là, on a le retour de notre copine qui nous emmerde. Mais pour le coup, après, le format en lui-même, même avant les Jeux Olympiques, on en a déjà beaucoup parlé. On avait parlé quand vous étiez justement parti faire cette Coupe du Monde.
Je suis pas fan, voilà. Alors... T'as beaucoup moins regardé les garçons aussi là pendant les JO. Ça peut jouer aussi. Très peu regardé les garçons. Peut-être que le niveau des filles, qui est voilà, bah forcément, c'est moins spectaculaire, c'est moins entraînant que le basket masculin. Peut-être que ça joue aussi. Pour le coup, moi, j'ai été moins subjugué par intensité, par le format. Il y a jamais de temps faible. Tu vois, c'est quand même plutôt. Je trouve ça cool, quoi. À regarder, à consommer, c'est quand même. Tu regardes un match, fille ou garçon d'ailleurs, il y a jamais de temps faible. C'est clair. C'est ça, mais après, c'est un peu à l'image, pour moi, la même image que le surf, le skate. On a envie de rendre les JO fun. Est-ce que c'est ça aussi l'apanage des JO? Ça se tient. C'est une autre question. Encore une fois, attention, je dis pas. C'est mon polo conservateur. Encore une fois, j'ai passé un super moment, on s'est pris au jeu, etc. Polo, on passe un super moment quand un mec qui fait du tir à l'arc. C'est exactement ce que j'allais dire. Comme j'aurais pu me prendre au jeu sur du tir à l'arc ou sur autre chose. Et je suis beaucoup plus hypé par le 5-5. À l'inverse, le surf et le skate, pour moi, c'est là on clairement notre débat. Mais pour moi, le surf et le skate, ça m'a fait clairement chier. Bon, en tout cas, bravo aux filles. Mais Quincy, on avait eu une chance de médaille dans ces deux disciplines. D'ailleurs, on était nuls. Bravo à Jérémy Flores. Voilà, merci. Et bon, télévisuellement, le surf restera le gros flop de ces JO. Dernier mot sur l'équipe de France 5-5 féminine, pour le coup, puisqu'elles ont perdu contre le Japon en ouverture, contre les Japonaises qui ont un style complètement différent. C'est Valérie Garnier, la sélectionneuse, qui le disait, qui a été surpris. On est toujours surpris de jouer contre ce style le basket asiatique. Moi, je me souviens qu'elles avaient joué contre la Corée du Sud, qui a le même style de jeu. Elles sont petites, elles sont plus petites, elles sont très vives, ça court partout. Passing game, ça chute dans tous les sens, ça fait des prises à deux sur les grands. Bon, faut les démonter à l'intérieur. Voilà. C'est le meilleur conseil qu'on peut trouver. En 2021, on peut pas débouler après une défaite en ouverture face au Japon en disant que le basket féminin asiatique, on le découvre. Ça pour moi, c'est pas. C'est un manque de respect, c'est pas vrai. Au JO ou à Tokyo. Sandrine Gruda, elle a été beaucoup plus crue en disant qu'elle s'était fait démonter sur trop de duels et qu'elle a un petit peu tiré la sonnette d'alarme. Je préfère beaucoup cette attitude-là qu'encore une fois dire qu'on n'a pas l'habitude quand tu fais du sport de très haut niveau à l'international. Effectivement, tu joues contre des Asiatiques, contre des Africains, contre des Américains, contre l'Amérique du Sud. Ça marche au basket, ça marche au foot. Les styles, chaque pays continent son style. En aucun cas, ça peut être une excuse de dire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Sinon, il faut que tu ailles coacher à National 2. Et crois-moi que tous les samedis soirs, crois-moi que tu n'auras pas de surprise sur le style de jeu. Absolument. Donc la France a perdu 74-70. Il faut absolument gagner contre le Nigeria parce qu'on s'est vraiment mis dans la merde avec cette affaire, puisque on joue vendredi le Nigeria et puis ensuite on est aussi dans le groupe des États-Unis. L'ogre. Alors là, pour le coup, c'est ogre de chez ogre chez les filles, les États-Unis, dans ce groupe B. Donc si la France veut espérer encore une fois aller en quart de finale, eh bien faut taper le Nigeria, faut faire un coup, ou alors que ça s'annule dans les autres matchs entre le Japon et le Nigeria. Il y a aussi la place de meilleur troisième. Et à titre personnel, Valérie Garnier qui a une nouvelle fois perdu, on se souvient, en finale de Coupe d'Europe face à la fille Majkovic, ou alors même si beaucoup ont dit c'est bien, médaille d'argent. Non, en fait, après avec le recul, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'elle se faisait coacher trop souvent face à Majkovic. Et là, si elle passe pas les poules aux Jeux Olympiques, ça fera un drôle d'été pour Valérie Garnier. Et il y aura, je pense, à un moment donné, peut-être des réflexions au sein de la Fédé pour savoir qui reste ou pas à la tête de l'équipe de France féminine. Absolument. Les amis, on arrive à la fin de ce live. Si vous êtes sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous mettez un petit like. On se retrouve ce week-end. Je vous donne pas encore exactement le timing. On sait juste qu'il y a le France-Iran de samedi matin. Je pense qu'on va se faire une preview du quart de finale. En gros, c'est mardi le quart de finale. Comme ça, on aura le tirage au sort. On pourra se projeter. Puis ce qui est bien, c'est que lundi prochain, on est ensemble parce que c'est le début de la Free Agency. Et donc, si c'est le début de la Free Agency, ça va envoyer. Il y a beaucoup de franchises qui me veulent. Et on pourrait annoncer The Decision My Team First Team ici même. Donc on se retrouve, on regarde les matchs ensemble. Et évidemment, demain soir quand même, il y a la draft. Donc on fait un live avec les gars d'envergure jeudi toute la nuit pour savoir où ira Yves Ponce, parce que ça fait partie des petites interrogations. Et puis ensuite, concernant ces JO, on se retrouve la semaine prochaine, lundi. On se donne rendez-vous lundi. Ça vous va? Allez. On se donne rendez-vous lundi. On aura les tirages des quarts de finale. On parlera des autres sports aussi ou pas? On parlera pas des autres sports. Il n'y a pas Usain Bolt, donc moi je parle pas des autres sports. Mais on parlera des filles aussi si elles se sont qualifiées ou éliminées. On en dira évidemment un mot. Merci à tous les gars, c'était très cool. On a bien fait de faire cette petite émission les gars. Et bravo à Tom qui réalise l'émission. Bravo à Tom qui réalise. Ce qui permet à Polo de monter en grade comme si c'est une catastrophe. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis ravi d'être là. Oui, on a bien fait Polo. Et Tom, si tu me reprends une fois comme ça, je te casse la gueule. Voilà, ni plus ni moins. Merci à tous. Bonne soirée, puis bonne fin de mois de juillet, fin de mois de novembre plutôt. Allez, ciao. Bravo les gars, c'était super.